bienvenue dans Z sur 7, votre rendez-vous économique quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, à la une de votre épisode, l'entreprise wallonne Epicuris a formé des centaines de milliers de personnes ces 20 dernières années et depuis 2022 amène la formation aux chercheurs d'emploi. Il faut se réinventer parce que la société évolue, parce que le marché du travail évolue. Les débats autour du budget pour la défense de la Belgique continuent, mais pour Itinera, il faudra atteindre ces 5% du PIB. Il faut essayer d'être autour de la table. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Amener la formation aux demandeurs d'emploi, c'est le pari gagnant d'Epicuris, la société spécialisée en métiers de bouche. En 20 ans, l'entreprise a formé plus de 126 000 personnes avec un taux de réussite de 90%. Noémie Henry, directrice d'Epicuris, explique comment la structure est devenue nomade en 2022. Nous sommes nomades de deux manières. La première, c'est grâce à nos 3 unités mobiles, donc trois camions qui sont dédiés à la formation de la boulangerie-pâtisserie, de la découpe de viande, de la transformation. Ça, c'est notre première manière d'être mobile. Et notre seconde manière d'être mobile, c'est de déployer nos 10 ateliers ici de métiers de bouche avec du personnel et du matériel de pointe dans un lieu, dans une surface que nous louons pour une durée de 6 mois. Charcutier, boulanger, boucher, cuisinier, des métiers en pénurie qui appellent des solutions créatives, comme le souligne le ministre wallon de l'Emploi et de la Formation, Pierre-Yves Géolet. Il faut se réinventer parce que la société évolue, parce que le marché du travail évolue et qu'il y a quand même un paradoxe en Wallonie, c'est d'avoir 240 000 chercheurs d'emploi et autant de métiers en pénurie et de postes vacants, y compris dans les métiers de bouche. Donc c'est vrai que l'originalité d'Epicuris, c'est d'avoir ce centre mobile pour aller vraiment à la rencontre des besoins des entreprises. C'est en étroite collaboration avec le Forem, l'IFAPME et les entreprises elles-mêmes que le centre de compétences décide de l'endroit où s'installer. Un concept qui, comme l'explique Noémie Henry, fonctionne bien. On travaille toujours à la demande des entreprises, à la demande des partenaires sociaux avec qui on a un partenariat très très fort. Donc en fait, on agit en fonction de la demande. Tous les plannings sont faits en fonction de la demande des entreprises. Une entreprise nous contacte, une fédération nous contacte en disant là, dans cette région-là, on a un besoin de ce type d'ouvrier. Eh bien, Epicuris fait en sorte de pouvoir se déplacer, de trouver l'organisation de la formation qui permette de rencontrer les besoins. En 2024, Epicuris a donné des formations à plus de 23 000 personnes au total. Le concept nomade séduit, même à l'étranger, puisque les Émirats arabes unis ont pris contact avec le centre wallon pour qu'il exporte son savoir-faire. Z sur 7 à la une. La plupart des pays de l'OTAN soutiennent l'objectif de financer la défense à un montant équivalent à 5% du PIB. La Belgique, plus réticente, juge ce seuil hors de portée, même à 3,5%, selon le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Marc Devos, CEO d'Itinera, explique les enjeux. C'est en fait un puzzle assez compliqué, mais pour la Belgique, ça n'a pas beaucoup de sens d'être à la marge de ce puzzle. Il faut essayer d'être autour de la table et faire partie de ceux qui vont avoir un retour économique sur le long terme de ce qui est une vague d'investissement dans des secteurs industriels et technologiques. Pour le think tank, la Belgique devra s'inscrire dans le nouveau marché européen de la défense tiré par l'Allemagne qui vise, de son côté, les 5%. La vague d'investissement pourrait avoir des répercussions militaires et civiles. Des ponts, des ports, des lignes de chemin de fer à renforcer dans le digital, la communication, les satellites, l'intelligence artificielle. C'est en fait aussi une politique de relance industrielle et technologique où l'Europe, au sein de l'OTAN, a l'ambition de devenir un peu un bloc commun avec une capacité commune. Pour la Belgique, atteindre 5% serait un choc budgétaire impliquant des arbitrages politiques délicats. D'autres sources de financement pourraient toutefois soutenir l'effort. Marc Devos, pour terminer. Il faut espérer qu'on puisse davantage créer un peu des fonds communs à l'échelle européenne, que ce soit
de l'endettement, que ce soit des emprunts, que ce soit des nouvelles techniques de financement qui mobilisent aussi un peu le capital du marché privé. Les pays de l'OTAN annonceront bientôt leurs objectifs budgétaires au cours du mois de juin, lors du sommet de l'Alliance à La Haye. Z sur 7 à la une. Le premier train de voitures entre lentement dans le port d'Ostende. Il transporte 250 véhicules. Inactive depuis 15 ans, la ligne redeviendra opérationnelle cet été, précise Dirk de Clercq, directeur général du port d'Ostende. Il est prévu d'avoir un train complet de wagons tous les 2 jours à partir de l'été. Bien entendu, cela créera également des emplois directs, environ 20 équivalents temps plein. Le port d'Ostende montre ainsi sa volonté de miser sur un transport de marchandises multimodal et d'exploiter divers moyens de transport, comme le trafic routier de voitures. Un segment prometteur que l'opérateur ferroviaire Lineas entend lui aussi exploiter, comme l'explique son CEO, Erik van Ockenburg. Nous considérons ce segment comme vecteur de croissance. Nous pensons proposer une offre attrayante en tant qu'opérateur de fret ferroviaire. Les wagons s'adaptent parfaitement au train. Un convoi peut embarquer environ 200 voitures, ce qui équivaut à retirer 30 camions de la route. C'est bénéfique pour l'environnement, mais aussi très avantageux pour les constructeurs, car il s'agit d'une solution à la fois efficace et performante. Les voitures chargées à Ostende sont destinées en majeure partie à la Tchéquie et à la Pologne. Il a fallu près de 2 ans et des investissements au port et au gestionnaire Infrabel pour remettre la ligne et le terminal en état. Charlotte Verkijn, présidente du port d'Ostende, pour le mot de la fin. Nous avons investi 2 millions d'euros dans les clôtures de sécurité et le système de caméras. Ce sont des coûts que le port a pris entièrement à sa charge. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. Hamid Faljaoui vient aujourd'hui nous parler d'Airbnb, qui a décidé d'étendre ses compétences au-delà du domaine du voyage. Alors, que peut-on retenir de cette annonce ? C'est ce qu'on a appris cette semaine suite à une conférence de presse du patron d'Airbnb, Brian Chesky, qui ne veut plus simplement être l'anti-hôtel, il veut aussi être un hôtel. Alors, ce sera toujours un hébergement chez l'habitant, on n'a pas changé de modèle économique sur ce plan-là, mais dans un hôtel, vous avez un spa, vous avez des massages, vous avez un resto, tout ce que vous n'avez pas chez l'habitant. Et donc, ce genre de service, il veut aussi désormais les proposer, contre rémunération, évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça ? C'est parce que, tout simplement, il a constaté ces statistiques que quand on va à l'étranger ou peu importe, quand on claque 1 euro ou $1 dans une ville étrangère, on consacre en fait 3 $ ou 3 euros dans le bien-être, dans l'aspect culinaire, dans les sorties, etc. Et donc il voudrait rattraper une partie de cette somme-là vers sa caisse, et il le fait d'autant plus volontiers que, tout en ayant 11 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas anecdotique, il se rend compte que son modèle est quand même sous pression. Il y a un certain nombre de villes qui veulent pas que trop de logements soient consacrés à Airbnb, ou alors juste pendant une certaine durée. Et puis il y a dans certaines villes, par exemple Lisbonne, pour n'en citer qu'une, où vous avez carrément une colère des habitants puisqu'ils n'arrivent plus à se loger dans leur propre ville, puisque les loyers sont trop chers ou sont occupés par Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb ne se tourne plus exclusivement vers les touristes, mais veut toucher les habitants avec des activités proposées sur l'application. Exactement, vous venez tout dire, c'est l'essentiel. Ici, par exemple, à Bruxelles, vous pouvez être dans votre propre ville et demain, donc, bénéficier de ces prestations proposées par Airbnb, coiffure, manicure, massage, etc. Alors c'est aussi très intéressant aussi d'aller vers cette direction-là pour Airbnb, pour la simple raison, c'est que vous venez d'y faire allusion tout au début, que les gens regardent leur application Airbnb parce qu'ils partent en vacances ou parce qu'il y a un grand pont, ils disent tiens, je vais aller à Florence, je vais regarder si je vais pas trouver un Airbnb, ce qui veut dire qu'on regarde cette application 3-4 fois par an maximum, et en instaurant ce genre de service ouvert, y compris à des gens chez eux dans leur propre ville, ils espèrent que les gens regarderont cette application beaucoup plus souvent et ils vont donc essayer de la monétiser. L'application veut donc se tourner vers de nouveaux services. Mais cela ne comporte-t-il pas un certain risque ?
Alors, il y a les raisonnements tableau Excel, comme on dit. Là, évidemment, ça tient la route et c'est une boîte qui est plutôt bien gérée, qui a quand même survécu au Covid, etc. Donc maintenant, oui, on va voir ce que ça va donner. Le danger, c'est que là, avant, quand vous posiez la question que fait Airbnb, clairement, vous disiez c'est l'hébergement, du logement. Aujourd'hui, ils vont se retrouver en concurrence avec à peu près tout le monde, avec des applications de restaurants, avec des applications de sortie, avec des applications de bien-être, avec des applications de soins, etc. Et donc, vous risquez de brouiller l'image d'Airbnb, ça peut être dangereux, surtout dans une période où on est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On sait que cette attention est rare. Ça pourrait être un danger pour Airbnb, c'est qu'on ne sache plus ce qu'ils font. Et puis, vous le savez très très bien aussi, trop de choix tue le choix. Donc on verra. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, Nicolas Deltour de la banque Belfius vient donner son analyse sur l'économie européenne. Les actions européennes ont bien rebondi depuis la crise des tarifs douaniers, au point de retrouver un niveau supérieur à celui du 2 avril, juste avant les annonces de Donald Trump. Plus de 7% de performance depuis le début de l'année pour les principaux indices européens. Une croissance étonnante, mais qui ne doit pas nous faire perdre de vue la fragilité de nos économies européennes. Alors, plus de 7% de performance, effectivement, depuis le début de l'année, c'est lié justement à ce qui s'est passé en début d'année, à savoir une grande réallocation des actifs de la part des grands investisseurs institutionnels qui sont revenus vers les actions européennes. Alors, ça explique une partie de la performance. Alors, il y a une nuance à apporter depuis la crise du 2 avril et puis le grand V qu'ont pu connaître les bourses. Les bourses américaines se sont bien comportées aussi, mais en dollars. Puis là, il faut voir un petit peu ce que l'effet de change a pu provoquer. La deuxième raison, à côté de cette grande réallocation, c'est que les marchés se rendent compte que l'Europe est en train de changer, à l'image du moteur économique allemand, qui est vraiment en train de faire sauter tous les verrous budgétaires avec de grands plans de dépenses, notamment militaires, des déblocages budgétaires. Enfin bref, ça m'amène à la deuxième raison, c'est le changement de ton de la part des autorités européennes, qu'elles soient monétaires ou politiques. Autorités monétaires parce que assouplissement monétaire lié au fait que l'inflation redescend depuis un bon moment maintenant en Europe et que donc on peut se permettre de relâcher la pédale de frein monétaire et aider ainsi l'économie. Et puis c'est l'Allemagne qui reprend son rôle de moteur économique. Les annonces tarifaires américaines restent un signal préoccupant pour l'Europe. Alors bien entendu, l'Europe subit également ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, qu'on vient quand même de nuancer sur plusieurs aspects. Premier aspect, c'est que bon nombre de produits européens ou de sociétés européennes sont en fait produits aux États-Unis, notamment la consommation de base. On pense à un Nestlé, un Unilever ou ce genre de société produit déjà énormément sur le territoire américain. C'est un peu moins le cas de l'industrie du luxe, mais l'industrie du luxe a le gros avantage d'avoir un pouvoir de fixation des prix un peu plus fort que dans d'autres secteurs, et donc adapter ses prix en conséquence. Et puis au final, c'est sans doute moins d'une dizaine de % des ventes de produits de sociétés européennes aux États-Unis qui subissent ces annonces tarifaires douanières. Il ne faut cependant pas s'éloigner de la bourse américaine. Justement pas, parce que c'est vrai que on a une incertitude qui vient de la sphère politique aux États-Unis. Ça continuera, ça sera facteur de volatilité, mais les fondamentaux de l'économie américaine restent ce qu'ils sont depuis toujours, à savoir beaucoup plus de culture d'innovation, d'esprit d'entreprise, un marché de travail très dynamique, presque de plein emploi, une productivité élevée et puis une croissance des bénéfices. Très régulièrement, c'était encore le cas ces dernières semaines, on voit que les sociétés battent le consensus. Et puis, l'essence même du marché américain, c'est sa taille, sa profondeur, sa liquidité. Alors, les marchés financiers, en plus, ont donné quelques signaux à la Maison-Blanche, à savoir que Donald Trump a bien vu qu'il ne pouvait pas faire n'importe quoi sans perturber les marchés. Il doit soigner sa base électorale sur plusieurs aspects. Un, maintenir leur pouvoir d'achat et donc éviter de créer des effets inflationnistes indésirés. 2, maintenir leur effet de richesse et donc ne pas trop secouer leur patrimoine boursier. Et 3, soigner aussi le contribuable américain. Comment ? En ne provoquant pas des hausses de la charge de la dette, 36 000 milliards de dollars. Et si les marchés se méfient de la dette américaine, ça va provoquer des risques de ce côté-là. Nicolas Deltour avec sa stratégie d'investissement pour terminer.
Alors ces dernières semaines nous ont confortés dans cette stratégie de rester exposés. Si on regarde ce qui s'est passé en avril et au mois de mai, mais avant tout rester exposé, diversifié, décorrélé, utiliser la stratégie barbell que j'ai évoquée sur votre antenne il y a quelques jours, et puis surtout garder la tête froide, respecter son horizon et sa stratégie. Et voilà pour votre tour de l'actualité du jour. Merci pour votre fidélité. Demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. Et à quoi servira cet épisode, Jean-Pascal ? Demain, Olivier Mouton reçoit Cédric Legros et Pierre Bayard, CEO de Bistro, pour parler de l'impact de leur entreprise dans la transition écologique. À demain.